Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webcast. Le développement informatique mis à la portée de tous. C'est la promesse du Citizen Development ou Citizen Dev. Grâce à celui-ci, les utilisateurs métiers ont une plus grande prise sur les applications qu'ils utilisent au quotidien, même lorsqu'ils ne disposent pas de compétences particulières en informatique. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Ronan Bertel, CEO de Damas. Bonjour Ronan. Bonjour. Ainsi que Éric Monnoyer. Éric, vous êtes président de l'Institut du Citizen Dev. Bonjour. Bonjour Éric. Alors, pour commencer justement Éric, peut-être est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est précisément le Citizen Dev? Bah, vous venez de le dire, c'est la possibilité offerte, pour la première fois, hein, c'est quelque chose de tout nouveau, aux collaborateurs métiers d'une entreprise de pouvoir développer leurs propres outils digitaux pour traiter, et améliorer leur quotidien opérationnel. Historiquement, on se basait sur Excel, Mmh. ce qui était quand même pas tout à fait l'outil recommandé. Et aujourd'hui, on a des outils beaucoup plus sophistiqués pour, améliorer, le quotidien des collaborateurs métiers. Mmh. Et ce Citizen Dev, quel est son niveau de développement au sein des entreprises? Alors, je dirais que vous avez des entreprises qui ont démarré suite au covid, hein. Je pense que l'introduction, du télétravail a montré qu'il était important de donner des outils aux collaborateurs métiers et il y en a certaines qui ont poursuivi, dès la fin du confinement et ça, c'est les early adopters, je dirais. Mmh. Vous avez des petites et des grandes entreprises qui font ça depuis plusieurs années et puis aujourd'hui, vous avez plus une vague de fonds, d'entreprises qui commencent à se mettre à faire du citizen development. Mmh. Alors Ronan, je me tourne vers vous. L'un des piliers du Citizen Dev, c'est ce qu'on appelle le no-code. Est-ce que vous pouvez nous préciser l'importance de ce no-code dans le Citizen Dev et notamment cette différence par rapport au low-code? Hem, Bonne question. C'est vrai qu'on entend parler beaucoup de solutions low code, mais le low code veut dire il y a quand même du code à l'intérieur et s'il y a du code, ça demande des compétences et à mon sens, le low code n'a de sens que si on n'était pas capable de le Mmh. faire en no code, mais on est capable de faire en no code, donc je vois peu d'intérêt aux solutions low code, sauf si on était coincé pour faire la même chose en no code. Mais ce n'est pas le cas, donc à mon sens, il y a assez peu d'intérêt à utiliser, à préférer une solution low code. Alors, pourquoi on en entend beaucoup parler aussi? C'est parce que, heu, il y a des outils comme, la Power Platform de chez Microsoft qui sont plus ou moins inclus, et je dis bien plus ou moins inclus dans les licences, qui sont déjà achetées par les entreprises et qui sont low code, donc Heu, ça fait parfois du sens, de se pencher là-dessus, mais ça veut dire qu'on s'engage sur des solutions complexes à mettre en œuvre et on rajoute de la difficulté dans la démarche citizen parce qu'on en demande beaucoup plus aux citizen dev, dans les métiers. Donc pour vous, le Citizen Dev n'a de sens qu'avec du no-code à proprement parler? Absolument. Mmh. Alors Eric, vous nous le disiez, maintenant, le Citizen Dev est de plus en plus répandu au sein des entreprises depuis quelques années et elles gagnent donc en maturité en la matière. Quels outils précisément sont disponibles, sont à leur disposition? Alors, je pense qu'il faut évaluer les outils selon 3 critères qui correspondent à 3 grandes catégories d'utilisation. La plus grande ce qu'on observe chez Citizen Dev, c'est que la plus grande ut large utilisation, c'est au niveau de l'automatisation. Mmh. Ensuite, vous avez, un besoin de pouvoir manipuler des données et enfin de développer des applications, web et mobiles, pour organiser des processus, collectifs entre les collaborateurs. Alors Ronan, chez Damas, justement tout ce qui est autour du Citizen Dev, c'est votre cœur de métier. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette solution Damas et nous préciser quelle est votre, plus-value? Alors, dans les plus-values, on va aussi avoir, le fait que c'est une solution française et donc souveraine et je pense que, la souveraineté prend beaucoup de sens en ce moment, vu le contexte, géopolitique, hem et donc, bah, avoir ces données qui restent hébergées en France, en Europe, c'est quand même un gage de confiance et de sécurité, pour l'avenir. En tout cas de sérénité, je pense, pour une DSI aujourd'hui, de choisir ce type de solution. Mmh. Et de façon un petit peu plus spécifique, est-ce que vous avez des retours d'expérience, des cas clients à nous présenter? Alors, on a un cas client emblématique autour du no-code, c'est la Bread, donc je pense que tout le monde connaît la banque Bread qui fait partie du groupe BPCE.
Ils sont, un peu moins de 5000 salariés. Et ils ont eu cette démarche de citizen dev, donc de recherche d'un outil pour enrôler un grand nombre de collaborateurs au sein de leur organisation. Ils ont choisi Damas, c'était, fin 2023, et ils ont, donc mis cet outil à disposition. Ils ont formé, un certain nombre de collaborateurs dans l'ensemble des directions de la banque, et plus d'1 an après, donc ils ont, automatisé 35 process, en 1re année. Et récemment, ils ont fait une étude de ROI sur, les 35 process qu'ils ont mis en place, au sein de la VRED, et ils ont, estimé à 620 000 €, les économies faites sur l'année 2024, à peine 1 an après le début de l'expérience de mise en place de cet outil au sein de l'organisation. Donc c'est extrêmement rapide en termes d'appropriation et de retour sur investissement. Alors, Eric, je me tourne vers vous. Outre le cas de la BRED que Ronan vient de nous présenter, vous voyez passer beaucoup de retours d'expérience de cas clients. Est-ce que vous pouvez nous en présenter un ou plusieurs qui vous ont marqué également? Tout à fait, puisque en plus de l'Institut du Citizen Dev que je viens de lancer, j'ai une deuxième casquette. Je suis le référent low code, no code pour une organisation d'entreprise qui s'appelle l'IMA, Mmh. l'Innovation Maker Alliance. Et au sein de l'IMA, justement, pour bien comprendre les mécanismes de Citizen Dev, on a monté un observatoire. Et on a monté un observatoire du Citizen Dev avec des entreprises françaises qui sont des pionnières, des early adopters du Mmh. Citizen Dev, comme la SNCF, D'accord. à la fois au sein de sa division réseau, mais aussi TER, La Poste, hein. La Poste, il faut savoir qu'il y a 4000 citizen développeurs au sein de La Poste. L'Oréal, qui est une démarche qui a été initiée par la DSI de L'Oréal pour installer une culture tech au sein des collaborateurs ou des entreprises plus petites comme Manitou Group, par exemple. Mmh. Et Ronan, vous mentionnez quelque chose qui est intéressant, qui est important, c'est aussi, la façon dont on peut chiffrer de façon très spécifique le ROI. C'est-à-dire que pour les directions, pour les boards, à partir du moment où, ceux-ci ou les directions se rendent compte que, le citizen dev, ce sont des outils, ce sont des dispositions, des méthodologies qui fonctionnent, ça peut les comment dire? Les encourager à étendre ou à continuer, ces programmes-là. Absolument, et pour que ça fonctionne, je pense qu'il est impératif de mesurer ses ROI, en tout cas de se donner les moyens de vérifier, ce qu'apportent ces démarches de citizen dev, et donc d'avoir c'est une démarche qui doit s'engager avec un sponsoring à très haut niveau. Mmh. Il faut, si on peut impliquer la direction générale de l'entreprise, c'est encore mieux, pour pas que ce soit une shadow expérience. On veut remplacer le shadow IT, il Mmh. faut que ça se fasse en pleine lumière, pour que, ça ait une vraie valeur ajoutée et une vraie prise de conscience des directions générales de l'importance de ces démarches, au sein des organisations. Mmh. Et justement, vous parliez de cette démarche. Quels sont, selon vous, les points de vigilance qu'il faut garder en tête quand on commence cette démarche et à chaque étape, finalement, du processus? Alors, en tant qu'éditeur, je suis tenté de dire que le 1er Mmh. choix d'importance, c'est de chercher le bon outil, en tout cas l'outil qui va répondre, aux besoins de l'entreprise. Hem, alors, il y a une image qui colle un peu à la peau du no-code, qui est de dire: «Le no-code, c'est pour faire des petites applis, pour faire des POC, des MVP, et cetera, mais ça tient pas à la distance», et cetera. Alors, ça dépend des outils no-code qu'on va utiliser. Heu, dans l'inconscient collectif, les outils no-code, c'est, les outils, américains, les Airtable, Make, et cetera, qui sont des outils qui adressent des petites verticales qu'on assemble les uns avec les autres pour produire un résultat, et donc ça produit des applications assez complexes, et on voit souvent gérées par des freelances en fait où la gloire, c'est: «J'ai réussi à assembler, 8 outils différents pour, amener une solution sans une ligne de code», mais ils ont amené une autre complexité, extrêmement importante dans ce Mmh. qu'ils ont produit. Et donc, avoir une plateforme qui fait tout, et on a montré avec Damas qu'on est capable d'adresser des problèmes extrêmement complexes en no code. On a un exemple d'une énorme application où on gère 4100 données dans l'application, 135 étapes de workflow, et cetera. Donc, on est capable d'adresser des problèmes très structurants
en no-code. Donc il faut un peu décoller cette étiquette de, le no-code, c'est pour faire du MVP, pour voir si c'est bien, puis après on fera une vraie appli. Non, on peut faire des vraies applis avec du no-code si on choisit le bon outil. Mmh. Toujours à propos de ces poids de bilan, je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose, Eric? Oui, moi je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. Donc c'est-à-dire, comment définir les règles du jeu, hein? Mmh. Puisque l'objectif, en mettant en place un programme de citizen dev, c'est de pouvoir faire en sorte que vous ne créez pas le chaos et que donc vous définissiez clairement ce que peuvent faire les citizen dev de façon autonome. Et puis la partie où, si leurs besoins sont un peu plus compliqués, où ça demande une validation explicite de la DSI ou d'un responsable sécurité. Et je pense qu'il est également important de leur indiquer quelle est la zone rouge, où de toute façon, les développements ne seront pas autorisés, au niveau du citizen dev. Mmh. Donc je pense que les 3 niveaux sont importants. Oui. Vous parliez de gouvernance à l'instant. En fait, comme vous nous le disiez, Ronan, on peut faire de très beaux projets, on peut créer des applications métiers très qualitatives, mais sans un suivi, un pilotage, justement, la mise en place d'une vraie gouvernance, ce sont des projets qui ne pourront pas, s'étendre, au plein de leurs capacités, finalement. Complètement. En fait, enfin, moi j'ai toujours appris, délégation égale contrôle. C'est-à-dire que si on délègue l'outil, au métier, il faut être en mesure de le contrôler. Donc il faut aussi que l'outil permette le contrôle. Sinon, on va se baser sur du déclaratif, c'est ce qu'on avait avec Excel, hein, «Attention, vous met Excel, attention, vous faites pas trop de trucs avec parce que, si c'est sensible» et cetera. Et puis, en fait, les gens font ce qu'ils veulent avec On rejoint cette idée de shadow que vous mentionniez. totalement. Et donc, si la plateforme permet de dire, voilà toutes les applis en production à un instant T, voilà qui sont les administrateurs de telle et telle appli, on peut organiser derrière une gouvernance avec une revue périodique, tous les 6 mois, tous les ans, dire, ce type d'application, moins de X, étapes, moins de X utilisateurs, ça passe en dessous des radars, ils font ce Mmh. qu'ils veulent. Au-delà, ça après on peut choisir sa gouvernance. Il y a plein de gouvernances possibles autour de ça. Mais une fois qu'on a choisi une gouvernance, il faut la plateforme qui est capable de mettre, en marche cette gouvernance et de l'appliquer. Mmh. Et Eric, c'est ce que vous constatez également, que les projets qui réussissent le mieux, c'est ceux où il y a une vraie gouvernance? Tout à fait. Il y a 2 grandes philosophies de gouvernance. Il y a une philosophie, je dirais, à la française, où, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, hein. Et je pense que c'est une manière de pouvoir démarrer un programme de citizen dev en confiance, hein. Surtout pour une DSI qui est un peu frileuse, Mmh. qui veut pouvoir contrôler au départ. Donc on valide tous les développements que vont faire les citizen dev. Et puis, vous avez quand même néanmoins une autre philosophie de gouvernance qui est plus anglo-saxonne, qui est exactement l'inverse. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et là, il faut avoir plus confiance dans ces citizen dev et bien mettre des barrières pour, bien interdire ce qui est interdit. Mmh. Alors, vous nous le disiez, vous avez parlé des évolutions, en quelques années, que cette tendance du citizen dev, cette tendance qu'on observe. Comment est-ce que cette, méthodologie, ce citizen dev, vous le voyez évoluer, dans, j'allais dire les années, mais peut-être plus réalistement, les mois à venir? Alors, ça va très vite, hein, le Citizen Dev. Et ce qui va très vite aussi aujourd'hui, c'est l'arrivée de l'IA. On peut pas ignorer, ce phénomène. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien, heu, jusqu'où ira l'IA. On en parle beaucoup, mais des applications concrètes à l'échelle, il y en a pas encore beaucoup. On se dit: «C'est à la fois merveilleux et à la fois, approximatif», donc Beaucoup d'approximations, de fantasmes, même autant de ça. temps. Donc quelle place prendra l'IA demain dans nos organisations? On ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, il y a déjà une place énorme pour, faire des process beaucoup plus, maîtrisés, plus performants, heu et la taille des entreprises n'a rien à voir là-dedans. On voit, des feuilles Excel, monstrueuses. Et monstrueuses, c'est pas que la taille, hein, c'est ce qui est fait à l'intérieur aussi qui est monstrueux, dans des grandes organisations pour traiter des sujets extrêmement importants. Et donc, l'IA, elle remplacera pas tout ça. Donc, structurons, les process d'entreprise. On a la chance d'avoir ces outils qui permettent de le faire rapidement.
On peut même le déléguer grâce au Citizen Dev, à ces démarches-là, on peut le déléguer directement dans les métiers. Les métiers, ils ont plein d'idées pour, gérer leur propre boulot. Pourquoi ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent? Parce que la DSI n'avait pas les moyens, de mettre à disposition, assez de développeurs. Ça coûte extrêmement cher pour adresser, tous les mini besoins, des métiers. Donc on a adressé, le cœur de métier, et le reste, on l'a totalement oublié. Donc donnons aux métiers la capacité à adresser leurs besoins du quotidien, de façon, sécurisée, fiable, et pas un disque, qui plante et c'est fini, j'ai tout Mmh. perdu. Enfin, il y a des choses assez dramatiques, quoi. Mmh. Eric, je sais pas si vous Voilà, je rejoins complètement, ce que vient de dire Ronan. Je pense qu'il faut pas attendre que l'IA, sauve tous les problèmes, parce qu'elle va en créer autant qu'elle va en sauver. Elle va en résoudre, et surtout que, tout ce qu'on apprendra, tout ce que les entreprises apprendront, en mettant en place le Citizen Dev, elles pourront le réutiliser lorsqu'elles voudront déployer à l'échelle l'IA générative, par exemple, puisque, ce que disent les analystes, c'est que pour déployer à l'échelle l'IA générative, il faut d'abord avoir un périmètre large. bien sûr. Donc ça, c'est première condition, et là, le Citizen Dev, on est bien sur la même chose. Deuxièmement, il faut pouvoir faire une conduite du changement au plus près du terrain, au plus près de l'utilisateur. Vous retrouvez également, ce qui se passe avec le Citizen Dev. Et la dernière condition de succès, c'est le fait qu'il faut permettre à des experts métiers de pouvoir produire. Et là, on retrouve également le Citizen Dev. Mmh. Donc moi, je pense que les entreprises qui ne démarrent pas sur le Citizen Dev aujourd'hui prennent du retard par rapport à l'IA. Mmh. Face à l'intelligence artificielle, la créativité humaine a encore peut-être un rôle à jouer. Peut-être, Ronan, je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Et le mot de la fin, c'est peut-être que dire les outils sont maintenant matures pour le Citizen Dev. Il y a de très belles solutions performantes qui existent, y compris françaises et souveraines. Donc c'est peut-être le moment de se lancer et pour se lancer, on peut aussi, tester, et voir ce que ça donne, avant de généraliser, ce type de démarche et s'assurer, de la pertinence de ces solutions. Merci beaucoup messieurs pour vos réponses. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un prochain webcast. Au revoir.